qui m'attire sur un projet d'entrepreneuriat, c'est d'abord les humains qui sont derrière. Ça peut paraître un lieu commun, mais c'est une réalité. C'est que j'ai un crush professionnel sur une personne, j'ai envie de bosser avec, quel que soit le projet derrière. Tu veux lancer une chaîne de glace, je te suis. L'ami liaison et open law, le droit ouvert, deux grands frères, grandes sœurs, cousins, je ne sais pas, mais en tout cas, des forces qui se sont mis ensemble pour vous faire découvrir avec les illuminés du droit des portraits de gens qui viennent du domaine du droit, mais qui le vivent un petit peu différemment, ou des gens qui sont extérieurs à ce domaine. Alors, aujourd'hui, on va recevoir un échantillon d'un personnage dans ce domaine du droit qui est assez surprenant parce que je pense qu'au fond, il aurait voulu être musicien. Mathieu Bouillon, bonjour. Bonjour Stéphane. Alors, l'actualité aujourd'hui, c'est Flitz. Ouais. C'est quoi Flitz? Qu'est-ce qu'on met derrière Flitz? Une agence de transformation avec de l'IA, de Tu l'as bien juristes? dit, c'est ça. Flitz, c'est un projet que je portais seul au départ et j'ai appelé les copains pour le monter avec moi. Les copains qui sont Thibaut Oudot, qui est le fondateur de SideQuest, et Alexis Debord, qui est fondateur de Leganov et 13 autres Voilà, projets. la formation et le faiseur de bâtonnier. Exactement. Et du coup, je leur ai dit, moi, je ferais bien un truc de mon côté sur l'IA, mais vous allez en faire, autant qu'on le fasse ensemble. Puis comme ça, en plus, vous avez du réseau et on va se répondre. Et en fait, on se répond tellement que récemment, on a annoncé la fusion entre Flitz et SideQuest pour avoir une brique formation, déploiement. Donc D'accord. maintenant, on a vraiment l'offre du début à la fin. Je m'intéresse à l'IA, par quel bout je le prends? Commence par te former au prompting. Puis après, mais comment je passe la seconde? Viens, on fait des ateliers un peu d'audit pour voir où est-ce qu'on peut automatiser chez toi. Et on passe j'en suis à la troisième peut-être. Oui, troisième. On passe la troisième, tiens, je vais t'aider à déployer les outils, voire même je vais te trouver les bons devs pour te coder les trucs en session mesure. Ou quand on a identifié des outils sur étagère de start-up assez cool, je vais t'aider à les déployer en interne et revoir tes process autour de ça. Et la sixième, ça va jusqu'à je t'aide à développer ta start-up puisque tu es avocat, tu veux une start-up d'avocat et je te la fais clé en main. Oui, alors après, j'ai pas mal fait ça parce que je fais aussi du mentoring de start-up. Ce que j'ai cru comprendre, c'est un passé dont on va rappeler avec notamment l'aventure Spirit. Lightspeed. Pardon. En fait, Spirit. Historiquement, ma première expérience, moi j'ai monté mes propres boîtes avant, peut-être qu'on va y revenir, mais j'avais monté une boîte dans la oui, data. parce que quand même, vous avez démarré à la Poste. Avant, j'ai démarré chez Microsoft. Si tu Oui, mais la Poste, ça me faisait beaucoup plus rire que Microsoft. La blague, je passe 2 ans chez Microsoft. C'était une année de césure en école de commerce. Oui, c'est un démarrage quand même sur les chapeaux de roue. Venant de l'IUT de Sète. Montpellier 7. Montpellier 7. Je suis né à Montpellier, moi. Vous êtes Montpelliérain? Ouais, 20 ans à Montpellier et je suis arrivé à Paris, mais pour Microsoft, justement. Je me suis installé à Paris. Donc, je dis bonjour à mes parents à Castelnau-le-Lez au passage. Oh là là, j'ai la ref. Donc, je suis chez Microsoft et chez Microsoft, à la fin de mon stage, on me propose un job qui est un CDD, mais le format me dérangeait pas trop, mais plutôt très sales au départ. Et moi, j'étais très intéressé par le marketing. Et au moment où je suis en train de réfléchir à ce truc, je reçois un appel d'un chasseur pour la Poste, pour de l'innovation à la Poste. Et au moment où je raccroche l'appel, je suis dans l'open space, je raccroche et j'ai tous mes potes autour. Je fais, les gars, vous allez rire. Il y a quelqu'un de la Poste qui m'a appelé pour un job. Bon, je vais y aller pour la blague, mais bon, finalement, je suis allé à la Poste. Parce que la Poste, pour le coup, propose un vrai job de marketing d'innovation pour lancer des vrais produits d'innovation avec une vraie stratégie derrière. Et donc, entre le CDD de commercial chez Microsoft ou ce job-là, finalement, je suis parti à la Poste et j'ai fait 2 ans et demi à la direction de l'innovation de la Poste. Oui, et puis pour ceux qui connaissent la Poste de l'intérieur, c'est une transformation de métier incroyable. Il y a une direction juridique qui a fait de l'intelligence artificielle un projet de changement et qui est, je crois, parmi les plus gros utilisateurs de l'IA dans l'ensemble du groupe La Poste, devant la supply chain, devant les commerciaux. Donc c'est une maison, il faut pousser la porte. Ouais, et après, même quand on est à l'intérieur, il faut continuer à pousser les portes, j'avoue. Mais moi, j'ai eu la chance pendant ces périodes-là, qui étaient un peu des périodes dorées, où en fait, on est un peu une start-up dans l'écosystème. On a eu une directrice qui est une femme en or, Nathalie Andrieux, pour ne pas la nommer à l'époque, qui avait constitué une équipe assez maligne, où elle avait mis moitié de gens qui venaient de l'extérieur. Donc, il y avait le directeur de la strat, qui venait d'Intel, la fille qui faisait le marketing venait de Canal+, moi, je venais de Microsoft. Et l'autre moitié de son équipe, c'était des anciens de la Poste, mais plutôt un peu des rockstars qu'elle est allée chasser à droite à gauche en disant, soit je fais une équipe purement de postier et on va être entre soi, soit je fais une équipe que de start-upers à l'extérieur, mais personne va nous parler
Il faut qu'on hybride entre l'extérieur et l'intérieur. Ouais, Ça a comme bien les marché. débuts de Wanadoo et des mobiles de France Télécom, où Ouais. il y avait un petit peu le même esprit de mixité entre C'est ça, et j'ai du fait un stage service. là-bas aussi encore avant, mais c'est pas sur LinkedIn. D'accord. J'ai fait un stage chez Wanadoo avant que ça devienne Orange sur la partie offre Internet. Et donc, c'était assez chouette puisque du coup, on avait les accès. Non seulement on avait ce driver d'innovation, et en même temps, on avait les portes pour accéder, parce que ton premier client, quand tu es à la Ouais. poste, c'est un autre postier dans une autre direction. Ouais. Déjà, tu as 320 Le 000 fameux personnes. client interne. Tu sors une offre, si tes clients internes ne l'achètent pas, tu la sortiras pas. Et quand tu sors une offre, moi j'ai lancé l'accès Internet de la Poste, la première édition de cet accès Internet, ça n'existait D'accord. pas. Le premier réseau de distribution que tu as envie d'avoir, c'est les bureaux de poste. Et bien rien que ça, c'est comme si tu es fournisseur et tu vas voir la centrale d'achat Carrefour et tu essayes de les convaincre de te distribuer. C'est le même niveau. Parce que déjà, ils ont le CD AOL qui est déjà là depuis plusieurs années, puisque AOL avait lancé bien avant la Poste. Et la question qu'ils te posent, c'est pourquoi je lancerai votre accès Internet plutôt qu'AOL? Parce qu'AOL me paye mieux. Oui, Bah, le parce que les rétro de gars, commission était plus important. parce qu'on est la même maison. Ouais. Mais non, ça marchait pas comme ça. Donc, tu vois, tu avais quand même des challenges internes et ça marchait déjà un peu comme ça. Donc, heureusement qu'on était un peu nourri par l'interne aussi et par des gens qui connaissaient un peu le réseau, mais il y avait quand même nos propres challenges. Bon. Ouais, et donc tu combinais vente, technique, conviction, déjà Ouais. parti pour faire bouger les choses. C'est ça. Moi, je concevais les produits et après, j'allais faire les presses devant les directeurs, les têtes de pont pour leur dire, regardez, on lance l'accès Internet, ça va vraiment être une révolution. Aujourd'hui, on transite de la communication entre les gens. Le futur de la communication va se faire en digital. On doit absolument être présent sur ce truc-là. Voilà l'offre qu'on sort et j'ai besoin de vous pour la relayer et la distribuer. Et alors, tu es devenu tellement attaché à la Poste que tu as voulu que d'autres soient attachés à la Poste et tu as lancé ne sortez pas.com ou c'est quelque chose de beaucoup plus Wow, tardif? non, c'est plus tard. Ne sortez pas.com, c'est le Covid. C'est, si tu veux, pendant le Covid arrive. Et on a tous été confinés. Je parle du premier confinement. D'accord, ok. On est en mars-avril, donc là, on se téléporte beaucoup plus Ouais. tard. Ah oui, donc, Et je découvre on découvre, puisqu'on était deux, j'avais un ami que j'ai ramené dans le truc, hein, qu'il y a beaucoup d'acteurs qui décident en solidarité avec les gens confinés d'offrir des services gratuits. Tu sais, il y avait bien il y avait sûr. l'INA a ouvert son Oui, service, les sites porno ont arrêté leur abonnement, ont offert tous leurs trucs gratuits. Je prends cet exemple-là parce que celui-là a beaucoup marché. Mais on l'a cité parmi d'autres. Il y a beaucoup de produits culturels ouais. et des produits moins culturels. Et en fait, l'idée, c'était qu'il y en avait tellement partout que ne sortez pas.com, c'était ni plus ni moins qu'un site qui recensait tous les jours 4-5 trucs qui devenaient gratuits pour le Covid. Et là, c'était Avec un l'individu ou c'était déjà l'IA? Non, là pour le coup, c'était tout à la main. On est en 2000, le Covid c'est 2020, mars 2020, Ouais, mars-avril, c'est ça. ouais, ouais. Non, l'IA générative, on n'y est pas encore. C'était Non, du mais Google. déjà de l'optimisation, enfin de l'automatisation, pardon, en allant regarder un petit peu Alors, sur certains sites et no ramener, code. voilà, No nos code, oui. codes. Ouais. No code, low code, oui. C'est-à-dire récupérer des flux de plein de sites pour les agréger avec des clés moteurs de recherche, mais pas dire. D'accord. Et ce truc-là a été chouette, puisque, alors on n'en a rien fait après, mais on a pris, je crois, 100 000 visiteurs uniques en 10 jours sur ce truc-là, et le truc n'a fait que monter après. On a été pas mal interviewés. Et puis, on l'a lancé en 24 heures. Hein. Et puis, quand le Covid s'est terminé, on s'est dit, on monétise pas. On s'est dit, on monétise pas, on a autre chose à faire. On a fermé, on est passé à autre chose. D'accord. Et c'est là qu'après, vous êtes parti chez Lefebvre-Sarru. Alors, j'étais déjà en Vous étiez mission déjà avant, hein, chez chez Lefebvre-Sarru. Lefebvre-Sarru. En fait, je faisais déjà une mission d'innovation au départ pour une de leurs branches, une de leurs filiales qui s'appelait Édition Législative, qui s'est généralisée Ouais. aux différentes maisons. Et puis de ça, j'ai commencé à bosser à la direction de l'innovation. On m'a demandé de rejoindre la direction de l'innovation. La direction de l'innovation, on a fait des sujets d'innovation pure et très vite, il a été question. Alors, je backtrack un petit peu. J'avais une agence avant déjà dans le droit et à l'époque, cette agence, Oui, j'ai pas parlé d'Hercule et toutes ces. j'avais monté ce qui a servi à ça, j'avais monté l'incubateur du barreau de Paris, la voilà. première édition de vraie incubation. Ouais. Et du coup, moi, en étant chez Lefebvre Dalloz et qu'on parlait beaucoup d'open innovation, Soumi me contredira pas, Soumi Saint-Auguste. Madame la présidente Madame la d'Openlo, présidente d'Openlo, que l'on bien sûr. salue aussi. On parlait d'open innovation chez Lefebvre Dalloz. Ouais. Moi, mon discours était un petit peu au-delà de tout ce qu'on faisait. C'est il faut absolument qu'on se nourrisse des startups, mais qu'on le fasse vraiment d'une manière comment dire, gagnant-gagnant, qu'on échange, qu'on soit vraiment à leur écoute et Oui, tout ça. sachant que vous étiez à l'époque, en plus, où on réunissait le monde d'aujourd'hui de Lefebvre Dalloz
avec les 3 maisons, Ouais. les maisons européennes. Oui. Enfin, il y avait en plus Il y a un effet d'entraînement Ouais. important Il y autour avait un de très gros ça. enjeu et il y a une culture chez Lefebvre Dalloz à la fois de mise en commun de pas mal de choses parce qu'il est intéressant de mutualiser à cette échelle, mais aussi d'avoir envie de laisser une autonomie aux filiales Ouais. dans les différents pays. Et donc, pour que ça marche, tu crées pas des process coercitifs, tu crées des initiatives communes. Et l'accélérateur européen en était une. L'idée, c'est, regardez, je l'ai fait avec l'incubateur du barreau de Ouais. Paris, je vois à peu près comment il faut faire. Là, l'idée, c'est qu'on le ferait à l'échelle européenne. On le fait, on va chercher 1 ou 2 startups par pays. On a des responsables dans chacune des filiales qui sont un peu l'autorité de ce qu'ils pourraient faire avec cette startup en termes de business. C'est eux qui décident s'il y a un enjeu ou pas. Et moi, je les aide juste à coordonner le machin. Je me mets un petit peu sur le côté, je suis plus là en support qu'en lead. Et on fait ça et on l'a fait sur 2 ans, 2 sessions, enfin avant que moi je parte vers d'autres aventures, 2 sessions consécutives sur de l'accompagnement de start-up, du mentoring et avec certaines carrément des POC, voire des partenariats qui sont aujourd'hui actifs. Qu'est-ce qui fait qu'un Mathieu, on le croise au Technodroit et puis il va sur un autre projet et... Alors, c'est un biais que j'essaye de corriger. Figurez-vous, j'essaye de plus en plus de me... Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai fait sur mes séances précédentes, de rester plus longtemps et d'être un peu plus, comment dire, persistant sur des initiatives. C'était de la gourmandise avant, en fait? C'était le côté, il y a beaucoup d'idées. En fait, ce qui m'attire sur un projet d'entrepreneuriat, c'est d'abord les humains qui sont derrière. Ça peut paraître un lieu commun, mais c'est une réalité. C'est que j'ai un crush professionnel sur une personne, j'ai envie de bosser avec, quel que soit le projet derrière. Tu veux lancer une chaîne de glace, je te suis. C'est ce qui m'a amené dans le droit, pour revenir un peu en arrière. La raison pour laquelle j'ai atterri dans le monde du droit. Oui, parce que c'est pas ton Non, monde. pas du tout. Ma première boîte, j'ai lancé dans la musique pour transformer le monde de la musique, des maisons de disques, tout ça. Après, j'ai bossé dans la presse, j'ai fait ça dans la mode, j'ai fait ça un peu dans l'art contemporain. Et en fait, un jour, quelqu'un me dit, ma femme en l'occurrence, tiens, j'ai un pote de lycée qui veut lancer une boîte dans le droit, il a toutes les idées, il est assez brillant, mais sur la partie tech, il pêche un peu, tu prends juste un café avec lui et tu l'orientes. Ce garçon n'est autre qu'un garçon que tu connais, je crois, Melik Boudmag. Ah bah oui. Et donc on se retrouve à prendre Monsieur un café. Hercule, Ouais. enfin la bande Hercule. C'est ça. Et je le rencontre, il me raconte son projet, et en fait, il me dit, je sais pas si je dois prendre un freelance, si je dois prendre une agence, si je dois embaucher un dev, l'associer. C'est ces questions qu'on se pose quand on a une idée en tête et pas de ressources tech. Et alors, j'ai écouté toutes les options possibles, puis raconte-moi un peu plus ton projet, tout ça. Et puis, plus il me raconte, puis je me dis, oh, j'ai envie d'en être, j'ai envie de jouer avec lui. Le monde du droit m'attirait pas a priori, mais ce que ce garçon dégage. Le projet de la personne. C'est ça. Et je finis par lui dire, écoute, si moi je te rejoins, la tech sera plus jamais un problème pour toi, puisque c'est moi qui vais la gérer pour toi. Deal ou pas deal? Et deal. Deal immédiat. Et on l'a fait, et puis après l'aventure Hercule a continué. Mais voilà, j'y suis allé là-dessus sur un secteur qui il m'attirait pas. Loin de la musique, loin de tout ça. Oui, c'est sûr. On boit moins de champagne avec des gens connus, mais... Alors j'allais demander pourquoi la musique, c'était pour permettre à des indépendants d'émerger, de casser un peu le monopole des majors? Non, parce que... Alors, une rencontre, en fait, c'est la même approche. La posture qu'on avait avec Hercule, la posture que j'ai avec Fleet, c'est la posture que j'ai avec ma boîte dans la musique qui s'appelait Spoka à l'époque, est toujours la même. On a des secteurs qui se font disrupter par la techno et les nouveaux acteurs, qui ont des startups qui arrivent, qui peuvent être mondiales ou locales. Quand elles débarquent, elles ont le monopole de la technologie, puisque les acteurs en présence ne se remettaient pas en question. Quand Napster est arrivé et a commencé à faire exploser le piratage, et d'autres derrière lui, les maisons de disques se sont retrouvées dépourvues. Moi, mon discours, ça a toujours été, soit je suis dans le camp j'ai envie d'innover dans ce secteur, soit je suis dans le camp des startups et je me lance, et pour plein de raisons, des fois je l'ai testé, des fois, ça m'attire moins, soit je me rapproche d'acteurs historiques et leur dire, attendez les gars, moi je peux vous aider à pas perdre le fil, je peux vous aider à monter aussi là-dessus, je peux vous aider à vous outiller et à garder la vitesse qu'ont ces acteurs-là. Et dans la musique, on s'est très vite tourné, alors on a commencé avec, notre premier client c'était Universal, donc c'était pas vraiment pour aider les indés, tu vois. On a commencé direct avec Universal, et puis alors tout petit secteur la musique, tout petit secteur. Tout le monde se connaît. Pour l'anecdote, avant la crise du disque, donc juste avant que le piratage commence, moi j'ai commencé après la crise, mais pour vous donner un ordre de grandeur, le chiffre d'affaires cumulé de toute l'industrie du disque avant la crise est à peu près égal au chiffre d'affaires d'un magasin Carrefour de province. C'est-à-dire que c'est un secteur qui est surmédiatisé au regard de ce qu'il représente dans l'économie. D'accord.
Et donc, nous, notre posture d'agence, c'est qu'on est très vite devenu leader, mais dans une toute petite marque, finalement. Tu vois, ça doit rester un micro-secteur. Visible, mais sur un petit marché. C'est ça. Et donc, on a accompagné donc Universal. Donc, très vite, tout le monde est pote avec tout le monde. On s'est rendu compte qu'on avait des clients. Notre chef de projet chez Universal, sa femme, elle est chef de projet chez Sony. Donc, très vite, tiens, il faut que tu rencontres ma femme. Nanana. Donc, très vite, on bosse avec toutes les majors, puis les indépendants aussi, puis des plus petits. Puis, on a commencé à travailler aussi avec des startups. On a été... cette histoire, je l'ai racontée pas mal de fois, mais jamais en interview. Figure-toi que mon colocataire, à l'époque où je lançais cette boîte, a une idée. Un jour, il me dit, tiens, on va lancer une boîte, ça va s'appeler Deezer. Et du coup, Deezer est né dans notre appart. Et très vite, il y a eu des... Dans le salon, l'appart était assez grand, parce qu'on avait eu un plan de fou à Montorgueil, bref. Et très vite, dans le salon, il y avait des bureaux partout. Dans la cuisine, il y avait des bureaux partout. Et donc, j'ai fait, je vais peut-être prendre un appart tout seul, moi, maintenant, parce que... Peut-être vous laisser, les gars. Tu n'avais pas pris une action quand même dedans? Le sujet a été sur la table, figure-toi. Le sujet a été sur la table parce que quand je monte ma boîte, moi, dans la musique, et que lui monte Deezer, c'est à peu près au même moment. Et donc, lui me propose, parce que je les ai pas mal aidés au début, finit par me proposer un rôle de CMO, de directeur marketing, avec un peu de part. Et au même moment, une autre personne me propose de monter cette fameuse agence pour les maisons de disques. D'accord. Et le seul élément que j'ai à ce stade, j'ai aucun regret, mais j'ai envie de la suivre, elle, en l'occurrence, que c'était une fille, parce que sur l'humain, on avait un truc, et Jonathan, que je salue, parce qu'on est toujours très, très, très amis, au niveau boulot, il y avait un truc qui était moins fluide, si tu veux. Et donc, au-delà du potentiel d'un projet ce que tu disais précédemment, la personne... et donc, je suis allé vers l'humain plutôt que vers le projet, et je le regrette pas du tout. Je le regrette pas du tout. Et en plus, on a été l'agence de Deezer en com. On l'a aidé les premiers rendez-vous avec Universal. Au départ, on n'envoyait que des lettres d'avocat et des mises en demeure à Deezer. Donc, le premier rendez-vous débloqué entre Pascal Nègre et Jonathan, c'est parce que nous, c'était notre client et mon coloc. Et donc, on essayait de faire le passe-plat et de mettre un peu d'huile pour que ça glisse et qu'ils arrivent à se parler. Et qu'au final, ils arrivent à faire un deal. Il y a une histoire Daft Punk aussi. Ouais, alors j'ai bossé dans mon expérience musique, j'ai bossé avec pas mal d'artistes, et moi, il s'avère que Daft Punk, j'ai une affinité particulière pour plein de raisons, parce que dans ma jeunesse à Montpellier, mes jobs d'été, c'était DJ, si tu veux, donc j'étais résident dans les boîtes de nuit, je faisais les mariages et tout ça, quoi. Et Daft Punk, c'était le truc. Et un jour, alors je les ai pas, j'ai failli la rencontrer, mais je vais y venir. On me propose un projet où moi je bossais pour Coca. À l'époque, j'avais Coca en client. Et Coca fait une collab avec Daft Punk. Ils font des fameuses bouteilles là dessinées par des artistes. Et Daft Punk veut pousser le projet encore plus loin, créant une deuxième set de bouteilles, un show et des projets produits dérivés, tout ça. Et il fallait s'occuper de tout le marketing et la com de ce projet-là. De toi à moi, quand tu parles des Daft Punk, le marketing et la com, c'est juste t'envoies un mail à 2 médias en disant le Daft Punk sort un truc et t'attends. Parce que les mecs, ils prennent jamais la parole, donc le jour où ils prennent la parole, je pense que c'est le cas, on faisait des RP sur ce projet-là, je pense que c'est le cas où le ratio effort sur résultat est le plus gros que j'ai eu. Et du coup, je discutais pas mal avec le manager des Daft Punk de l'époque. Et à un moment, on fait ces fameuses œuvres d'art qu'ils veulent faire en 20 exemplaires. Et la chef de projet qui gérait la fabrication de ces trucs-là, un jour, je suis en réunion et elle m'appelle pendant la réunion, je décroche pas, elle m'appelle 3 appels en absence. Je sors de réunion, 1 heure plus tard, je lui fais « Oui, je peux t'aider ?» Elle me dit « J'allais au studio, ils étaient en train d'enregistrer leur dernier album Random Access Memory, celui qui était un carton là. J'allais les voir en studio pour leur faire signer les plaques qu'on allait coller derrière. Et comme je sais que tu les aimes bien, je voulais t'emmener. Mais comme tu n'as pas répondu, j'ai dû y aller sans toi. » Et il n'y a pas eu de repasse. Et j'ai pas eu de deuxième chance, non. Bon, peut-être dans une troisième vie. Oui. Avec ce regard et toutes ces rencontres, comment tu vois le monde des avocats et des juristes? Parce que c'est un petit peu décroché. Alors, il y a des artistes, hein, bien entendu, mais dans ceux que tu vois tous les jours et que tu essaies d'accompagner dans leur modernisation, on va dire, pas forcément leur transformation, c'est pas un peu triste de temps en temps que ça n'aille pas plus vite? La bonne nouvelle, je ne sais pas s'il y a un biais de sélection, mais les avocats qui viennent vers moi ou qui ont cette appétence à l'innovation, je les trouve particulièrement ouverts d'esprit. Quand j'ai commencé dans ce secteur, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit « Oh, les avocats, qu'est-ce que tu vas t'embêter avec eux? Ils sont relous sur les contrats, ils payent mal, ils sont hyper exigeants. En fait, tu vas... » Et puis souvent, assez renfermés sur leurs pratiques et tout ça. J'ai pas la chance ou la malchance de connaître l'intégralité des avocats français, mais il s'avère que par peut-être ce qu'on raconte sur les réseaux, les formations qu'on fait, tout ça, ceux qui viennent naturellement à nous, ils ont déjà cette ouverture d'esprit qui fait que la conversation est déjà plus simple. J'avais cette discussion avec Mélic à l'époque d'Hercule en lui disant tout le monde me dit les avocats, tu vas t'embêter. Dans nos clients, bon, il y a des personnalités, c'est sûr, il y a des égos, c'est sûr, ça oui, ça d'accord, ça oui. Mais au-delà de ça,
moi, je trouve qu'on a on a quand même des conversations avec des gens qui sont des ténors de leur matière et où, à un moment, quand on parle de digital, il y a une humilité qui s'installe et une vraie discussion de Mmh. co-construction. Je retrouve pas ce truc. Je trouve que c'est vachement sain. Et c'est Mélie qui m'a dit, il y a peut-être un biais de sélection. Peut-être que ceux qui viennent vers nous sont déjà dans un autre état d'esprit. Tu vois, si je faisais mon bâton de pèlerin et que j'allais dans tous les barreaux, rencontrer tous les Oui, ils avocats, viennent vers toi. Oui, ce ouais, sont ceux qui viennent vers j'aurais toi. peut-être une approche un peu plus. Je l'ai vécu. Je bosse aussi avec des huissiers et Mmh. la plupart des huissiers avec qui je Mais bosse, qui sont très rock'n'roll, hein, les huissiers. ouais, Enfin, Alexis, qui s'occupe des huissiers depuis un moment, a vu des gens, enfin c'est peut-être parce que c'est un métier aussi qui est un peu devenu industriel ouais, et qui tout à fait. fait peut-être, entre guillemets, moins chic vu de l'extérieur, et du coup, il n'y a pas l'establishment, le côté qui te permet Oui, de couler avec beaucoup de dignité. eh ben, Pardon, je ne devrais pas dire je ça. rebondis pas sur celui-là, je vais revenir sur mon idée. En fait, pareil, alors je vais à certains événements qu'organise Alexis pour les huissiers. Parfois, il me demande Ouais. d'intervenir et de faire des ateliers Des avec eux. notaires aussi, oui, Ouais, Alexis. Ouais. il fait un peu de notaire, ouais. Mm. Mais pour revenir sur les huissiers, j'arrive et je rencontre tous ces gens-là, y compris des jeunes, tout hyper dynamique. Et je me dis, on a tous l'image de l'huissier Mm. des trois frères des inconnus, ce fameux huissier, tout ça. Et je lui dis, c'est pas du tout ça à quoi ça ressemble. Et là, pareil, on me dit, et même les huissiers eux-mêmes me disent, les huissiers qui font partie du syndicat avec qui on Ouais, travaille, qui sont vraiment tournés vers l'innovation, me disent, j'aurais envie que toute ma profession soit comme ça. C'est pas le cas. Tu vois, il y a d'accord. quand même, donc je pense mais j'ai malheureusement pas, par rapport à mon activité à moi, qui est par définition un peu singulière, un peu différente, qui les oblige à sortir de leur zone de confort, je me retrouve confronté à des gens qui sont prêts à le faire. Et j'ai moins, tu vois, j'ai pas par rapport à l'ambition que j'ai sur l'activité qu'on a, j'ai plus l'ambition de consolider, alors bien sûr d'aller chercher des nouveaux clients tout le temps parce que ça amène des projets toujours plus Ouais, intéressants, mais j'ai pas une vocation à devenir, à prendre 40% du marché des avocats en élargissant. Parce que je pense qu'on sera plus fort et plus malin à avoir une boîte, comment dire, consolidée sur des clients un peu solides. Du coup, je suis pas souvent en prospection froide, donc je suis pas souvent confronté à des avocats qui ont pas envie de m'entendre. dans 4-5 ans, vous voyez les choses comment? Parce que je sais qu'on se retrouve dans des débats parfois où j'aime bien vos positions de vision prospective que tout le monde ne partage pas, Oui, c'est mais vrai. moi que j'aime bien. Et surtout sur cette évolution du droit. Alors on parle dans ces cénacles rarement du chiffre en même temps. Et on devrait mettre droit et chiffre, je pense, de Ça temps en peut, temps. avec des spécificités sur Voilà, chacun sur des trucs, la mais ça clientèle va. d'affaires, mais vous voyez les choses. Et Ça du coup, votre avenir, comment Alors, quand on a monté cette structure avec Alexis et Thibaut, Alexis a posé cette question qui est: «Est-ce que tu penses qu'il y a du boulot dans l'IA pour au moins 10 ans?» Et je lui ai répondu, «Sûr que oui, mais alors pas du tout sur ce qu'on va vendre là pendant 6 mois, je te garantis que les 6 mois d'après, ça va commencer à Ce sera évoluer différent. et dans 2 ans, quand on regardera ce qu'on vendait au début, ce sera différent. Par contre, Mm. est-ce qu'il y a du boulot pendant 10 ans? Là, je pense que oui». Qu'est-ce que ça dit sur l'évolution des métiers? Si on prend un focus avocat, puis après on élargit un peu, heu je pense effectivement que les avocats vont l'IA, ça va devenir une commodité, ce Mm. sera plus un sujet, l'IA, ça va devenir l'équivalent du mobile, on l'aura partout. Les différents agents vont se parler entre eux. Mm. Quand je fais un truc sur mon mobile, mon ordi s'en rappelle et du coup, il est mieux dans le contexte de ce que j'ai fait, donc tout ça va vivre comme ça. On va aussi avoir, grâce à ce qu'on appelle l'agentification Mm. de l'IA, c'est-à-dire ces IA qui vont être capables de plus attendre qu'on leur demande des trucs pour faire les choses, mais les faire de manière automatique. Oui, si on leur demande, il faut juste quand même à un moment donné leur demander. Elles auront Par la été question de... programmées pour faire Voilà. ça, mais à partir du moment où on est OK de les avoir programmées pour Ouais, faire ça et qu'on a appuyé sur on, elles vont ouais. le faire sans nous. Tout à fait. Il y a la solution technique. Il C'est faut ça, oui, avoir non, non. Oui, oui, non, bien sûr, l'idée de lui demander. il y a un sujet, oui, oui, rien n'est fait, dans le dos d'eux. Si les choses sont mais c'est comme si, qu'est-ce que je pourrais, à partir du moment où je prends une boîte qui va faire mon ménage et ramasser les poubelles, à partir du moment où Oui, je oui, les ai mais c'est une bookées, volonté de se dire, bah voilà, c'est la machine qui va faire pour ouais, moi, et puis basta. c'est ça. Mais il faut être confortable avec ça, et je comprends que OK. certains ne le sont pas. Donc c'est juste ça. Hein. Mais on parle de choses un peu plus, on parle de processus de bout en bout, hein, Ouais. sur un contentieux un peu normé, ça va être collecte de pièces, vérification des pièces, rangement, le bordereau, le rappel des faits, le début de la rédaction des conclusions, pourquoi pas, tu vois? Sur des Bah, vous avez certaines procédures qui sont
le recouvrement de créances pour prendre quelque chose qui fait plaisir. Et si vous prenez ce que fait Dodo Bank depuis des lustres et qui est une des premières legal tech rentables, qui marche très bien, ils ont une très bonne idée et ça marche très bien. Donc, et je pense que dans 5 ans, ça arrivera aussi sur des process un peu plus complexes, quoi. Ouais. On va avoir ça, on va avoir ça, c'est un peu mon cheval de bataille, mais je pense que je suis pas le seul à le porter. Je pense qu'on va enfin voir la fin, à part quelques rares exceptions, de la facturation au taux horaire. Je pense que ça, on en voit, ouais. Il y a Ouais, débat. mais je pense que le débat est pipé, mais là, vous viendrez m'interviewer. Ouais. La facturation horaire, en fait, c'est un problème de suivi de performance d'un cabinet. Et après, facturer sur la valeur, je trouve ça intellectuellement très séduisant. Mais par contre, sur une activité d'un cabinet, même un cabinet d'affaires, d'une certaine importance, ça peut être un petit peu compliqué si vous voulez facturer en fonction de la valeur reconnue, parce que c'est quelque chose de très relatif qui ne permettrait pas forcément de piloter l'activité. Mais je veux vous entendre là-dessus. Venant de la com et du conseil, où on travaille quasiment qu'au forfait, alors ça peut être des forfaits avec des blocs qui se débloquent. Oui, mais aujourd'hui, beaucoup de cabinets d'affaires et même de clientèle particulière travaillent au forfait. Hein. Et derrière, en fait, vous avez même, ce qui est drôle, quand on propose des forfaits, des clients qui disent « mais ça fait combien à l'heure et il y a combien d'heures hein ?» Donc, il y a une perversion aussi du marché qui fait qu'on essaie de trouver des comparables. Et peut-être que pour la valeur, ce sera compliqué d'avoir des comparables. Eh ben, ça va être là où j'ai pas la réponse, c'est est-ce que on va être en équivalent temps et du coup une tâche qu'on facturait, pour laquelle on facturait 6 heures de boulot, qui en prend plus que 2 avec l'IA, est-ce que ça devient une tâche qu'on facture équivalent 2 heures dans un forfait? Ou est-ce que vous m'avez fait un pacte d'associés, ce pacte d'associés, il est en béton armé, il a vachement de valeur pour moi, il vaut tant. Oui, peut-être que la logique, Mathieu, serait demain, pour qu'on travaille ensemble de manière sereine, qu'on se dise, voilà tous les projets qu'on a ensemble pendant 3 ans, et on va travailler ensemble sur un certain type d'activité, et là, je peux avoir un abonnement et tout avec vous, et trouver un modèle de partenariat qui serait peut-être plus sain, et entre valeurs et heures, peut-être qu'il y a une certaine fidélité à explorer. Il y a ce qu'on faisait en communication, pour avoir bossé pour des... C'est pour ça que je reprends le modèle des agences. Hein. Je crois que les agences de com fonctionnent de cette manière-là. C'est-à-dire que vous avez un récurrent et vous avez des éléments exceptionnels. Et c'est peut-être ça qui serait plus intéressant pour tout le monde. Un des plus gros contrats que j'ai eu à mon époque, agence de com, je bossais pour Monoprix, sur toute la partie social media, com et lead acquisition, pour tout ça. Ouais, c'était grosse compétition. On était très contents de le gagner. Et Monoprix nous a demandé, voilà ce que je veux que vous fassiez pour moi dans les années à venir. Sur une année, par exemple, voilà nos ambitions, nos projets, tout ça. On a tel réseau, il faut qu'on communique là-dessus, il faut qu'on fasse tant de chiffre d'affaires sur le site e-commerce. Bref, ils nous filent leurs objectifs. Nous, on réfléchit à un plan d'action pour atteindre leur objectif. Ce plan d'action, nous, on va le mesurer en temps, en équivalent temps. Voilà, on en revient à tu mesures ton usine. On passe par cette case-temps. Voilà. Et il y a des choses qui sont clairement, c'est du temps, on le somme, on l'arrondit un peu au-dessus, un peu au-dessous, on fait une remise volume et tout, et on se dit voilà, ça va être ça. Oui, et puis il y a du temps expert, du temps junior, il y a du temps machine, plusieurs profils. Et en fait, le jeu, c'est de se dire, OK, quand je commence ce projet, que je découvre ce nouveau client, que je découvre ses problématiques, le premier mois où je vais peut-être lui encaisser quelques, je ne sais plus à combien on était. C'est ma courbe d'apprentissage. Ouais, c'est ça. Peut-être je vais lui facturer 10 000 € moins 1 sur mon forfait d'abonnement. Et en réalité, en temps passé, je suis plutôt sur 15, 10, 16. Bien sûr. Et puis, mais que j'amortis sur mon contrat de 3 ans. C'est ça, c'est que l'objectif, c'est qu'en 6 mois, on soit à l'équilibre et que peut-être après, on ait trouvé des trucs d'automatisation pour aller gagner du temps et retrouver la marge qu'on a perdue au début à la fin. Et il faut être prêt. Ou alors, autre approche, j'ai un cabinet, je prends l'exemple du cabinet d'avocat, où j'ai des prestations B2C plutôt normées. Par exemple, je fais du divorce par consentement mutuel, je fais du contentieux social, ce genre de trucs. Je fais un forfait tout compris, sur 10 clients. C'est la pyramide, c'est une espèce de Pareto. Une sorte de loi de Norman. J'en ai 2 qui vont me manger 1,5 fois le temps que je leur ai vendu et c'est OK. J'en ai 3 qui vont être ISO et j'en ai 4 sur lesquels ça va se passer super simplement. Je récupère un marge sur eux. Et en fait, je regarde sur la masse et pas au dossier. Tu as trouvé le bon prix. Parce que quelquefois, dans les cabinets qui ont démarré sur l'abonnement, il y en a qui ont pris
la grenouille ou qui ont vu que les experts comptables étaient plus habiles que nous parce qu'ils ont la récurrence, tout simplement. Oui, c'est ça. Et ça marche du volume. Mais j'aime bien parce qu'on n'est plus exactement sur la facturation de la valeur, on n'est plus sur l'heure, mais sur le partenariat. Ouais, c'est ça. Après, mais la valeur, en plus, la valeur perçue est pas la même. Tu prends l'exemple d'un cabinet, pour ne pas le citer, Bold, qui est résolument sur les startups. La valeur perçue d'une startup pour un document, un acte, un pacte, etc., tout ça, elle est compliquée. Les patrons de start-up ont une vision, et je l'ai été, hein, les patrons de start-up ont une vision de la valeur. On dit bonjour à Gabriel, quoi. On dit bonjour à Gabriel au passage, voilà. Les patrons de start-up, et ils ont raison dans une bonne gestion de leur boîte, en un regard des coûts qui a une certaine chose. Et du coup, c'est compliqué de se dire, tu le mets où le price point pour un acte, quand tu es sur une levée de fonds ou sur une session, il y a un montant d'argent. Oui, il y a un enjeu. Et puis, il y a un enjeu et on arrive à le quantifier. Et ça. Mais il faut me faire un contrat de travail pour un salarié. Je comprends pourquoi ça devrait coûter plus de 150 €. Quoi. Mais c'est bien parce qu'on se pose la question alors qu'avant on ne se la posait pas. On vous remercie vraiment beaucoup. Merci, et à bientôt pour de nouvelles aventures.